Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Faites-les lire. Faites-les lire, c'est un livre signé Michel Desmurget. Michel Desmurget qui est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM, qui est aussi l'auteur d'un livre qui a fait beaucoup parler, La fabrique du crétin digital. Un livre que je n'ai pas lu mais que je me suis procuré après avoir lu ce livre-là pour me faire une idée que je n'ai évidemment pas encore puisque je ne l'ai pas encore lu. Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital, parce que la thèse du premier livre, c'est que les écrans récréatifs, ce qu'il appelle comme ça aussi dans ce livre-là, fabriquent des crétins. Alors, je ne vais pas discuter cette thèse-là, qui peut évidemment être débattue, mais ici, au fond, il cherche à trouver une solution pour que nos enfants ne deviennent pas tous des crétins. Et pour lui, la solution, c'est la lecture. Et il le prouve abondamment à travers ce livre-là. La lecture comme étant ce qui permet une réflexion, ce qui stimule l'intelligence. Comment la lecture stimule l'intelligence de nos enfants. Alors il part de constats qui sont difficiles, qui sont durs. La première partie s'appelle « La lente agonie de la lecture ». Et ce qu'il montre, ce qu'il perçoit, et il le montre avec des études qui appuient, c'est dire, ça n'est pas ou doigt mouillé, non, c'est des études sérieuses qui ont été faites par des chercheurs rigoureux. Alors la lecture en baisse, oui, les chiffres sont assez clairs. Et notamment, il y a des âges où elle baisse, c'est-à-dire que la lecture dans la toute petite enfance n'est peut-être pas si en baisse que ça. Par contre, dès la fin de l'enfance et à l'adolescence, là il y a une chute. Et une chute qu'il relie de manière assez évidente à l'utilisation de ces fameux écrans récréatifs et qui donc vont empêcher, tout simplement au niveau du temps à disposition, de passer assez de temps à lire. Alors peut-être qu'on pourrait se dire, mais c'est une autre forme de stimulation et une autre forme de lecture. Sauf que, d'après Michel Desmurget, c'est tout à fait différent. Alors il va donc montrer certaines choses, notamment aussi autour de stéréotypes, autour de la lecture. Il y a notamment un stéréotype qui est assez évident aujourd'hui. Si vous fréquentez les bibliothèques, par exemple, vous vous rendrez compte d'une chose, c'est que les gens qui fréquentent les bibliothèques sont ultra majoritairement des femmes. Il y a un stéréotype de genre, par exemple, qui s'inscrit dès l'enfance. Sans surprise, ces moyennes, donc les moyennes de temps de lecture, qu'il montre juste avant, et notamment avec ce tableau ici où on nous montre le pourcentage d'enfants exposés chaque jour ou presque à la lecture partagée. Une pratique qu'encourage vivement Michel Desmurget, en fonction de l'âge, où l'on voit une chute absolument drastique à partir de 9, 11 ans et 12, 14 ans. Il n'y a plus de lecture partagée. Or, peut-être serait-il bon de poursuivre ce type de pratique encore plus tard. Sans surprise, ces moyennes varient en fonction des caractéristiques individuelles et familiales de l'enfant. Parmi les facteurs d'influence les mieux établis, on trouve notamment le niveau socio-économique. Plus le foyer est aisé et éduqué, plus la lecture partagée est fréquente. L'âge et le sexe des parents. Les mères et les adultes plus âgés lisent davantage de livres à leurs enfants. Et les caractéristiques de la fratrie. Les enfants uniques et premiers-nés bénéficient plus fréquemment de cette pratique, sans doute parce qu'ils n'ont pas à partager l'attention parentale.
le sexe de l'enfant joue lui aussi un rôle notable. Plusieurs études suggèrent ainsi que la lecture partagée est significativement plus répandue chez les filles que chez les garçons. Un travail de grande ampleur a montré que le fait d'être un garçon amputait d'un tiers la probabilité de profiter quotidiennement de cette activité. Une différence liée, au moins pour partie, à l'existence de stéréotypes de genre, plus ou moins conscients, selon lesquels le langage et la lecture sont plutôt assimilés à des compétences féminines. Une croyance qui, entre autres choses, pourrait être adossée à la ségrégation des pratiques parentales et plus précisément au fait que les mères lisent davantage pour elles-mêmes et à l'enfant, tout en étant porteuses de discours plus positifs et incitatifs sur la lecture. Cette spécificité paraît de nature à transmettre l'idée que la lecture est une activité féminine, et ce, dès le plus jeune âge. Donc on voit qu'il y a des biais d'emblée, dès les premiers âges où on fait plus lire les femmes que les hommes, où les femmes auraient plus de temps pour la lecture que les hommes, ce qui dans la vie active n'est absolument pas prouvé. Une femme a moins de temps qu'un homme, très souvent. Et donc, il part de constatations de ce type-là, soit du lien avec certains stéréotypes, soit d'études qui montrent une baisse du nombre de livres lus par les enfants, ou d'une difficulté aussi dans les performances. Non seulement on lit moins, mais on lit moins bien. Le lien entre les deux, il peut paraître évident. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va chercher des études pour prouver ceci. Prouver que plus on lit, mieux on lit. Et la situation est assez dramatique. Les performances, dit-il, sont alarmantes. Il part du cas de la France, mais cette constatation est valable partout, du moins en Occident. Il semblerait qu'en Asie, en Chine notamment, les performances en lecture soient bien meilleures. En France, selon les chiffres officiels de la DEEP, donc la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, 21% des jeunes, 16-25 ans, sont en souffrance vis-à-vis de la lecture. 21%, 1 sur 5. Dont 10% sont en état de quasi-illettrisme. Ce dernier pourcentage monte à 44% chez les collégiens ayant quitté l'école au terme de leur scolarité obligatoire, à l'âge de 16 ans révolu en France. 44% de gens donc, qui sont dans une souffrance vis-à-vis de la lecture. C'est quand même pas loin de la moitié. Autrement dit, un jeune peut passer plus d'une décennie dans le système scolaire français, accéder au collège et se révéler incapable de comprendre les textes les plus simples. C'est quand même dramatique. C'est quand même un échec terrible pour l'école. Le pire, c'est que ce constat n'est pas, tant s'en faut, le plus préoccupant. Le pourcentage de quasi-illettrisme y atteint des sommets parfaitement indignes d'une nation soi-disant développée. Réunion 25%, Guadeloupe et Martinique 28%, Guyane 47%, Mayotte 71%, mais ce n'est pas tout. Et cette première partie, alors qui parle du cas français notamment, mais en montrant que aux États-Unis par exemple, c'est pas bien différent, eh bien, les performances en lecture chutent de manière indéniable. Et c'est quand même très inquiétant. 10% de vrais lecteurs. Les vrais lecteurs seraient seulement 10%. D'après certaines études, et les résultats des études PISA, par exemple, vont dans ce sens-là. Les vrais lecteurs sont ceux qui comprennent. Il y a plusieurs types de lecteurs. Il y a celui qui déchiffre, celui qui sait déchiffrer, mais ce n'est pas encore un vrai lecteur. Un vrai lecteur, c'est quelqu'un qui est capable d'aller lire entre les lignes, d'aller comprendre des énoncés complexes. Alors bon,
on va se dire, oui, mais aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est vraiment si utile que ça de savoir lire? Tout passe par l'oral. Et c'est bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous parler et pas d'écrire un article pour recenser ce texte-là. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence, là aussi montrée par Michel Desmurget, entre la langue orale et la langue écrite. La langue écrite étant beaucoup plus sophistiquée que la langue orale, comportant beaucoup plus de mots et de structures de phrases qui sont complexes et qui permettent donc de formuler une pensée plus précise par l'utilisation de mots plus adaptés, plus fins, et par des constructions de phrases qui ne se retrouvent pas à l'oral. Et la fréquentation de l'écrit semble d'ailleurs avoir comme conséquence une meilleure parole à l'oral aussi. Donc il est essentiel pour réussir à formuler une pensée personnelle de lire. Voilà ce qui est dit. Alors, c'est problématique, c'est aussi problématique parce que ce que dit Michel Desmurget, ce qu'il étudie, c'est le fait que notre cerveau n'est pas fait pour la lecture. La lecture n'est pas une activité naturelle, contrairement à la parole qui vient beaucoup plus facilement. La lecture doit être stimulée. C'est un apprentissage long, complexe, qui demande des années d'abnégation, mais qui, s'il réussit, va aussi procurer des plaisirs immenses. Tous les livres qui sont derrière moi ici ont été source de plaisir, en tout cas une bonne partie d'entre eux. Et donc, si j'ai la chance d'avoir pu lire dès mon enfance et d'avoir pu continuer à lire, eh bien, c'est grâce à ces livres-là et à cette habitude prise de lire beaucoup. Et plus on lit, mieux on lit. Plus on lit, plus on est confronté à des discours, à des mots, à des pensées qui nous ouvrent aussi à des mondes qui sont infinis. Alors, bien sûr, il faut trouver des solutions. Notre cerveau n'est peut-être pas fait pour lire, mais il est façonné pour apprendre. Et donc, la lecture, on peut l'apprendre. Et là encore, notre cerveau doit et peut apprendre à lire. C'est sa plasticité qui lui permet ceci. Alors, Michel Desmurget donne plein de trucs aux parents pour aider leurs enfants à s'approcher de la lecture, même petit, même avant que l'école joue son rôle. On peut rendre attentif aux enfants aux lettres, aux syllabes, à des éléments de prélecture. Et généralement, les enfants qui ont eu cette sensibilisation à la lecture avant même leur apprentissage de celle-ci et pendant leur apprentissage de celle-ci vont avoir une facilité beaucoup plus grande à lire que ceux pour qui le monde de la lecture était complètement inconnu. D'où une importance du rôle des parents et d'où aussi des inégalités qui se creusent entre ceux qui lisent et qui lisent parfois beaucoup et ceux qui ne lisent pas. Ces inégalités se creusent, elles sont peut-être pas très grandes au départ, mais plus le temps avance, plus elles deviennent fortes. Et ça, c'est extrêmement compliqué à résoudre. Alors, je ne vais pas donner des explications sur tout ce qui est présent dans ce livre-là, parce qu'il y a énormément de choses sur
aussi la comparaison entre la lecture de livres et la lecture sur des supports non livres, mais ça c'est peut-être beaucoup plus dans le premier livre sur le crétin numérique que c'est traité, mais Michel Desmurget est vraiment favorable à ce type de livre-là. Et puis, il y a cette idée de préparer le cerveau à la lecture, et également de bâtir les fondations verbales, donc vraiment d'assurer par la lecture une maîtrise du langage. Et là aussi, encore un tableau, la lecture permet d'avoir accès à plus de mots, et notamment à plus de mots rares. Le nombre de mots adressés à des enfants d'âge préscolaire, environ 15 mois, lors de différentes activités quotidiennes conjointes pour 20 minutes d'interaction. Voici le tableau qu'il montre ici. On est à 904 mots pour la lecture partagée, à 660 pour les soins, à 620 pour les repas, à 578 pour les jeux, à 320 pour la télévision. Donc, c'est beaucoup moins. Le visionnage, même quand on regarde la télévision avec l'enfant, le nombre de mots. Et le nombre de mots, ça fait beaucoup. Ça permet d'aider à la lecture. Il montre, à travers des exemples assez concrets, que finalement, si vous ne comprenez pas un mot dans un texte, c'est pas trop grave. Si vous n'en comprenez pas 2, c'est déjà plus compliqué. Mais s'il y a 10 mots que vous ne comprenez pas, et même si on a 4, tout d'un coup, vous ne comprenez plus rien au texte. Donc acquérir du vocabulaire, ça se fait par la lecture, et ça se fait aussi pour comprendre. Et justement, il y a une erreur que dénonce Michel Desmurget, c'est l'idée, oui, mais il n'y a pas besoin d'apprendre aujourd'hui. On trouve tout sur Google, et maintenant avec aussi des outils d'intelligence artificielle. Oui, on trouve tout. Mais en même temps, on les trouve, mais est-ce qu'on les comprend? Il ne s'agit pas de diaboliser ces outils, mais il s'agit aussi d'avoir en soi une pensée, et non juste en dehors, d'avoir une mémoire interne et pas seulement une mémoire externe. Alors il développe ceci encore beaucoup, en disant que le livre est obstinément mieux qu'Internet, par exemple, que le papier est obstinément mieux que l'écran. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous parler devant un écran ici. Je dois vous dire, lisez ce livre et puis me taire, mais il y a sans doute une complémentarité. Et encore une fois, de dire lire c'est mieux que Internet, oui, peut-être bien. En même temps, dans une pratique raisonnée et qui donne la place aux deux, il y a sans doute de la place. Encore faut-il pas que cette place soit complètement bouffée par ce qu'il appelle, là encore, les écrans récréatifs, c'est-à-dire des contenus qui ne sont pas faits pour apprendre ou pour découvrir, mais pour se divertir simplement. Donc il y a des bénéfices multiples et durables pour la lecture, il en fait une liste, ça permet de construire la pensée, ça permet de développer aussi les aptitudes émotionnelles et sociales. Voilà ce qu'il écrit sur cette question-là. Développer les aptitudes donc émotionnelles et sociales. Quelqu'un qui lit, on pourrait croire qu'il s'isole et qu'il se coupe du monde et qu'il devient peut-être une sorte de sauvage. Eh bien non. Et notamment la lecture de fiction, la lecture de romans par exemple, permet de développer l'empathie par exemple. De manière générale,
écrit Michel Desmurger. Quel que soit l'âge et le type de test, les données expérimentales montrent un lien significatif entre le volume de lecture personnelle et les capacités d'empathie. Le phénomène est visible dès les âges préscolaires. Il existe dans les livres pour enfants une forte concentration de termes, heureux, triste, sentir, espérer, vouloir, effrayer, et descriptions, elle pouvait voir qu'il avait peur, socio-émotionnelles. Une phrase sur 3 en contient. Ce qui fait de l'état mental des personnages un sujet d'interaction fréquent entre le parent qui lit l'histoire et sa progéniture. Or, la fréquence des énoncés socio-émotionnels émis pendant la lecture partagée est associée à une aptitude empathique plus marquée chez les bambins de maternelle et de crèche, 18 à 30 mois. Un résultat comparable avec d'autres recherches ayant montré que les sujets de 4-5 ans les plus exposés à la lecture partagée avaient de meilleures capacités d'empathie. Des observations similaires à celles rapportées pour des individus plus âgés de primaire et de collège, avec dans ce cas la mise en évidence d'effets positifs de certains programmes scolaires de moyen terme, au moins 8 semaines dédiés à la lecture-discussion de textes de fiction. Il y avait certains qui proposaient des cours d'empathie. Peut-être que c'est pas nécessaire que des cours de lecture ou de la lecture partagée avec les enfants suffit à susciter l'empathie. Voilà une pratique à encourager. Ça permet véritablement de mieux vivre en société, la lecture. Et ça permet de bâtir l'avenir, nous écrit aussi Michel Desmurger. Et d'éviter que ne se creusent les inégalités. Il y a un tableau qui m'a beaucoup frappé, c'est ce qu'il appelle le crash des vacances. C'est-à-dire que si pendant les périodes scolaires, la progression des enfants dans la lecture est assez proche suivant leur familiarité ou non avec la lecture dans le cadre familial, au fond, oui, à l'école, ça progresse de la même façon. Le point de départ n'est pas le même, c'est-à-dire que les gens qui ont déjà été sensibilisés partent d'un peu plus haut, mais ensuite ils progressent de la même façon. Mais il y a un moment qui est assez terrible, c'est les vacances d'été. Ou pour ceux qui continuent à lire à ce moment-là, certains lisent beaucoup plus à ce moment-là, eh bien, leurs compétences en lecture augmentent significativement. Alors que pour d'autres, ceux qui cessent tout d'un coup complètement de lire, ça diminue. Et donc les inégalités ensuite se creusent. Et donc la lecture comme remède contre l'échec scolaire, voilà, encore un des bienfaits. Faire de l'enfant un lecteur, une lectrice. Tel est vraiment ce que veut et ce que prône Michel Desmurger. Et évidemment, moi qui suis un grand lecteur, je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Évidemment, dans la lecture des détails du livre, il y a des passages où j'étais peut-être moins convaincu, mais la lecture comme ouverture à la pensée, comme ouverture au monde et à l'autre, me paraît effectivement essentielle. C'est pour ça que je vous parle de mes lectures, au fond, parce qu'elles me permettent d'affiner toujours plus mon rapport au monde, de penser de manière de plus en plus, j'espère, fine, de me créer un imaginaire de plus en plus riche, un imaginaire que j'ai envie de partager. Alors je le fais ici, en incitant à la lecture. C'est-à-dire que, oui, il faut lire ce livre-là. Non pas il faut lire, mais c'est un livre qu'il est utile de lire. Mais surtout, et là aussi,
c'est montré dans ce livre-là. Les livres qu'il faut lire, c'est les livres de fiction. C'est les livres d'imagination. Les livres qui racontent des histoires. C'est ces livres-là qui permettent le plus de progresser. Alors, faites-les lire, oui. Et surtout, lisez vous-même. Parce que, non, notre monde ne doit pas être celui des crétins digitaux. Michel Desmurger. Faites-les lire.